Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence pour cette conférence de presse de présentation du Congrès des maires de France qui se tiendra les 20, 21 et 22 novembre prochains, ainsi que, et vous le verrez avec notre secrétaire général, la présentation d'une campagne de communication que nous lançons à grande échelle auprès de l'opinion publique sur le rôle et la place des communes, ce qu'elles font, et le caractère irremplaçable du service du citoyen et de l'action pour la République, qui sont les deux thèmes que nous avons retenus pour ce congrès. Je laisserai le soin à André Léniel de présenter le cadre général et les différentes tables rondes qui vont animer nos débats. Et je laisserai le soin au secrétaire général ainsi qu'au trésorier général et au vice-président devant vous d'accompagner sur la présentation de la campagne de communication. Le contexte de ce congrès, vous le connaissez. Il se tient un an après le 100e congrès des maires de France, où le président de la République nous avait fait l'honneur, par sa présence, de fixer le cadre général des perspectives à l'échelle du mandat qui lui a été confié par les Français. Un an après, vous avez été favorisé toutes les confidences qui ont été diffusées largement par les uns et par les autres. Les tensions sont assez fortes sur toute une série de sujets, correspondent de notre point de vue au non-respect d'un engagement pris par le candidat Emmanuel Macron devant le Rassemblement des maires de France à l'occasion de la campagne présidentielle, où sur le plan financier, il nous avait dit que l'effort serait de 10 milliards, sujet sur lequel nous étions déjà en désaccord, et quelques semaines plus tard porte à 13 milliards. Notre interprétation, notre analyse, notre expérience, notre vécu, et au fond notre responsabilité aussi de le dire publiquement, c'est qu'une politique de réduction aussi massive d'argent que l'État doit aux collectivités locales, et singulièrement aux communes et aux intercommunalités, inscrite dans la durée, remet en cause profondément notre fondement d'une République décentralisée. Les 11 milliards d'efforts qui avaient été demandés sous la présidence Hollande ont eu un impact de l'ordre de 28 à 30% d'investissement public en moins à l'échelle de tous les territoires. Je rappelle d'ailleurs que les communes et les intercommunalités sont les acteurs les plus importants, très largement devant l'État et très largement devant les autres collectivités territoriales, régions et départements, pour soutenir l'investissement public. Dans le modèle économique de notre pays, vous le savez, 10% d'investissement public en moins, c'est 0,2 point de croissance. Donc l'effort qui est demandé aux collectivités locales aura un impact sur l'investissement, sur nos tissus économiques, sur l'emploi et naturellement sur la croissance, donc un effet amplificateur. Il n'y aurait que ce sujet à discuter. Nous aurions de nombreuses occasions de nous rencontrer, de partager et d'échanger avec les membres du gouvernement et le président de la République lui-même. Il y en a bien d'autres, malheureusement. La taxe d'habitation, des allers-retours, une méthode, une incertitude, désormais un calendrier avec un collectif budgétaire qui est proposé pour le premier semestre de l'année prochaine, mais sur lequel il y a encore un immense brouillard à couper au couteau pour savoir précisément quelle sera la piste d'atterrissage. Et vous le savez, nous marchons main dans la main avec les départements de France et les régions de France. Donc nous n'allons pas jouer à un bonneteau traditionnel, passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. Tu me retires la taxe d'habitation, je te récupère le foncier. L'État a pris une décision qui est un coût considérable pour les budgets de l'État, qui pour cette année correspond à une nationalisation de la taxe d'habitation, où on a remplacé le contribuable local par le contribuable national. Au passage, je précise, pour ceux qui ne sont pas spécialistes des collectivités locales, vous avez déjà 43% en moyenne des gens qui ne payaient pas la taxe d'habitation. Donc si on va sur le terrain du débat du pouvoir d'achat, il faudra poser les questions à ceux qui ne la payent pas, de savoir s'il y a un gros gain de l'avoir supprimé. Je ferme la parenthèse, c'est une malice de ma part, mais j'ai le plaisir d'être devant vous. Et donc cette aventure-là est un sujet qui est devant nous, avec au fond 10 milliards de déficit pour l'année 2018, du remplacement du contribuable local par le contribuable national, sans aujourd'hui savoir précisément où nous allons. Nous portons une position qui est plutôt de dire la logique. Vous, État, vous avez supprimé un impôt local, vous n'êtes pas le premier. Nous espérons que vous serez le dernier. De toute façon, il n'y a plus beaucoup d'impôts locaux sur lesquels nous avons une maîtrise. Vous prenez vos responsabilités. Nous, on souhaite la compensation à l'euro, si possible indexée sur l'inflation en fonction de l'évolution, ce qui donnerait une base et des ressources complémentaires. Je pourrais évidemment évoquer la politique d'impact de mobilisation en profondeur du regroupement des bailleurs sociaux imposé par l'affaire de l'APL, qui est une mesure strictement budgétaire et qui tourmente tous les territoires
dans l'organisation du rapprochement des offices publics de l'habitat, qui est en train de geler tous les investissements de réhabilitation de confort dans nos quartiers, qui est en train de bloquer les productions de logements après 2020, c'est-à-dire à la fin des coups partis, qui a un impact collatéral sur toute la production de logements portée par le privé. Et c'est donc un sujet majeur de préoccupation, parce qu'en dehors du fait que c'est de la commande publique qui soutient les activités bâtiments et TP, c'est évidemment une mission sociale très forte et d'aménagement de nos territoires, quelle que soit la taille de la commune et quelle que soit, je dirais, la sociologie de la commune, puisqu'il y a un besoin en France très puissant de production de logements. Je pourrais évoquer la problématique évidemment de la contractualisation. Nous le disons, ce n'est pas le contrat en lui-même qui est un principe que nous contestons. On contractualise avec l'État depuis des années, des contrats de ville, des contrats de plan État-région, mais c'est en général sur une base où nous avons discuté de la méthode, où nous avons défini des priorités, où nous avons établi une convergence de ces priorités, et puis ensuite des modalités financières partagées qui aboutissent à un vrai contrat. Ce contrat n'est pas un contrat. Nous avons demandé une clause de revoyure. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Nous avons demandé un volet investissement pour chaque territoire qui aura été concerné ou aura eu à connaître de cette contractualisation. Nous n'avons pas encore eu de réponse. Et donc, nous sommes là aussi dans une logique de négociation et de revendication légitime. J'ajoute que nous nourrissons une inquiétude, ça c'est pour les spécialistes des finances publiques, c'est que le 1,2 est d'ores et déjà obsolète, compte tenu du fait que dans la loi de finances qui est fixée, l'inflation et l'évolution du coût de la vie sera 0,5 points en moyenne, a priori, au-dessus du 1,2. Donc nous prévenons dès à présent qu'il est hors de question, si la cible n'est pas atteinte pour l'État, de passer à nouveau à la caisse dans le cadre d'un contrat qui serait encore plus restrictif et encore plus récessif par rapport au différentiel entre le 1,2 et le 1,7, qui serait l'évolution de l'inflation. Comme vous le savez, avant l'été, nous avons quitté la table de la Conférence nationale des territoires en lien direct avec l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'une mauvaise manière, c'est une incompréhension absolue sur la question du financement par l'État obligatoire du respect d'une mission régalienne qui est le financement des politiques d'accompagnement des mineurs isolés. Pourquoi nous sommes solidaires des départements ? D'abord parce que la somme est immense et les enjeux financiers sont considérables pour beaucoup de départements et que le fait d'être obligé de financer soi-même alors que l'État devrait naturellement assurer le paiement de cette prestation met en difficulté budgétaire pour cet exercice de nombreux départements de France. Le congrès de Rennes qui se tiendra demain, auquel nous participerons puisque nous avons été invités, mettra certainement en lumière ces problématiques. Je ne doute pas que le gouvernement fera peut-être des ouvertures. Est-ce que ce sera à la hauteur en quelque sorte de la dette qu'il a à l'égard de ces départements? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Il appartiendra au Congrès de Rennes de mettre en perspective ce sujet. Mais pourquoi nous sommes solidaires et pourquoi nous étions solidaires? C'est que derrière les communes que nous sommes aux côtés des départements pour l'inscription des enfants dans les écoles, pour le déblocage des aides d'urgence dans les centres municipaux d'action sociale, pour la libération des places dans les centres d'hébergement, pour les négociations avec les bailleurs sociaux dans la libération éventuellement d'appartements d'accueil transitoires et éventuellement durables. Donc nous sommes totalement liés par cette problématique des mineurs isolés. Ce n'est pas un travail en silo où la région a son problème de financement sur, je ne sais pas, le développement économique, les départements ont des problèmes de financement sur les mineurs isolés, et puis les communes ont des interrogations sur leur avenir quant à la taxe d'habitation. Tout est mélangé. Et c'est la raison pour laquelle, à l'issue de cette décision, nous avons, conjointement avec Hervé Morin et Dominique Buchereau, pris la décision en lien évidemment avec toutes les instances du bureau et du comité directeur de l'AMF, de l'ADF et de l'ARF, à l'occasion du Congrès des régions de France, à Marseille, lancer un appel qui s'appelle Territoires Unis pour une nouvelle décentralisation. La décentralisation est menacée, c'est incontestable, c'est l'addition de plusieurs années, et tout gouvernement confondu, ayant l'honnêteté de le reconnaître, qui a amplifié un phénomène de recentralisation d'un État qui offre son impuissance alors que nous sommes la meilleure des réponses, et sur beaucoup de politiques publiques de proximité. C'est pour ça que nous avons choisi de mettre en lumière ce qu'est la notion de service des communes, le rôle et la place de la commune, et c'est aussi pour cela que nous sommes par définition, étant les fantassins de la République du quotidien, et par nature, a priori, aux côtés du président de la République pour faire vivre cette République du quotidien. Or, les incompréhensions qui sont accumulées au fil des semaines et au fil des mois ont abouti aujourd'hui à une crispation qui a amené le gouvernement et le président à modifier son organisation gouvernementale. Ce n'est pas notre affaire. Ce qui compte, c'est les politiques proposées. Donc nous sortons d'une période d'écoute, d'attention,
d'une certaine manière, de bienveillance. Je ne sais pas qui on enverra les droits d'auteur de cette expression, mais en tout cas, c'était notre état d'esprit, à une logique de négociation avec une plateforme de revendication qui sera l'objet des débats portés par le Congrès des maires de France. Et c'est sur la base de nos propositions que les discussions devront s'organiser. Et s'il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords, c'est pas grave, on les mettra sur la place publique et nous verrons les portes qui se seront ouvertes, celles qui se seront fermées définitivement, mais le statu quo sur la forme comme sur le fond n'est plus possible. Or, comme la forme, c'est souvent le fond qui remonte à la surface, les deux étant mélangés, c'est un congrès qui sera intéressant et je ne peux que vous encourager, évidemment, à suivre nos travaux. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à André Léniel pour une présentation de l'organisation générale de cet important congrès, puis à Philippe Laurent pour la présentation de la communication, puis le cadre général des interventions, et ensuite on sera évidemment disponible pour toutes vos questions. Merci François. Dans le droit fil de ce que vient de dire François, notre congrès, il va d'abord faire un bilan de l'année écoulée. Si je devais le dire en latin, je dirais que pour les collectivités locales, ça a été une annus horribili. Une aggravation constante, financière, institutionnelle et morale. Ça a été, je la caractériserai en 3 phrases, une année de promesses non tenues, promesses pour 99% des communes de la stabilité de leurs ressources. Ce sont les propos du président de la République lui-même devant le Congrès des maires l'an passé. Je rappelle que plus de 21 000 communes ont vu baisser leur dotation forfaitaire et qu'au total, y compris lorsque nous intégrons la péréquation, plus de 16 000 d'entre elles ont vu leurs ressources nettes baisser. C'est vrai pour d'autres engagements sur l'eau et l'assainissement. C'est vrai sur l'aide à l'investissement dont on nous avait dit qu'il était garanti alors qu'il a été largement en baisse. C'est vrai aussi sur les engagements de dialogue et de négociation. Et nous avons vu que la CNT ressemblait plus à une liturgie qu'à une conversation. Une année de stigmatisation également. Trop d'élus, rappelez-vous, dépensiers, inefficaces. Je ne fais que citer des termes qui ont été utilisés par des membres de l'exécutif. Clientéliste, c'est un des mots préférés du président de la République. Ainsi, lorsqu'il évoque les emplois aidés, ça serait par clientélisme que nous les recrutons. Je l'ai dit moi-même au président de la République, François m'en est témoin, nous étions ensemble, je me suis senti injurié lorsqu'il employait ce terme, comme des milliers et des milliers de nos collègues. Et puis, c'est « balance ton maire », qui est une agression inacceptable. Enfin, troisième point, une année de recentralisation. C'est vrai des finances, François l'a rappelé, car en définitive, la suppression progressive de la taxe d'habitation, c'est une renationalisation de l'impôt. C'est vrai aussi, même quand ça touche d'autres collectivités, parce que par ricochet, les communes sont touchées lorsqu'on recentralise la formation professionnelle. Et nous voyons en ce moment sur nos territoires fermer des dizaines et des dizaines de centres AFPA, remettre en cause les missions locales, remettre en cause les centres d'information et d'orientation de l'éducation nationale, c'est-à-dire ce qui traditionnellement constitue dans notre pays le service public de l'emploi. C'est cela, et j'abrège, j'aurai l'occasion d'être beaucoup plus long au Congrès, la situation à laquelle nous sommes confrontés. En définitive, il y a une volonté de dilution de la commune, soit à travers des transferts de compétences à d'autres niveaux, par exemple l'intercommunalité, soit à travers, bien entendu, la restriction des moyens. Les tables rondes que nous avons en plénière cette année, il y en a 4, et elles reflètent bien évidemment ce que je viens de dire.
La première, elle a un titre explicite, l'intercommunalité au service de la commune. Si nous avons choisi ce titre, c'est sans doute parce que nous n'avons pas le sentiment qu'aujourd'hui, cela soit tout à fait le cas. Le deuxième débat portera bien entendu sur les finances locales. Et nous aurons l'occasion de démontrer que derrière une apparente et proclamée stabilité, il y a en réalité, pour près de 10 milliards de crédits destinés aux territoires, qui auront disparu en 2018-2019, si la loi de finances, bien entendu, va à son terme telle qu'elle est aujourd'hui rédigée. C'est l'avenir de la décentralisation. Et là aussi, si nous nous posons la question de l'avenir de la décentralisation, c'est parce que nous avons le sentiment que la République n'est pas décentralisée et qu'il faut retrouver les fondamentaux. L'exemple le plus frappant, parce qu'il est la négation même de la décentralisation, c'est la contractualisation léonine à laquelle certains sont aujourd'hui obligés de souscrire. Ce qui est dans la définition même du léonin, puisque qui dit léonin dit absence de liberté. Enfin, quatrième sujet, et lui aussi est d'immense importance, c'est l'inégalité d'accès aux services publics. Quand nous voyons actuellement ce qui se passe dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, en particulier ferroviaires, et dans les domaines que j'évoquais il y a quelques instants du service public de l'emploi sur nos territoires, alors il est clair que l'inégalité progresse et que la présence des services publics d'État recule. Ce sont les 4 thèmes majeurs qui donneront lieu à des plénières. Et puis il y aura 2 autres plénières importantes, celle du mardi après-midi, puisque ce sera le débat d'orientation générale, celui au cours duquel l'ensemble des maires seront appelés à s'exprimer sur la base des rapports que nous présenterons les uns et les autres. Et enfin, bien sûr, celle du jeudi après-midi, puisque nous présenterons la résolution finale. Et dans notre conception, cette résolution finale, elle sera pour l'année 2019 notre ligne de conduite, notre mandat de négociation. Et c'est sur la base de ce qui sortira de notre congrès que nous pourrons, nous l'espérons, renouer un vrai dialogue et une réelle négociation, parce que la France a besoin que les communes et l'État soient capables d'œuvrer ensemble au service du bien commun. Merci André. Je vais passer la parole à Philippe Laurent. Au préalable, mon excuse auprès d'eux, je n'ai pas présenté tous les gens qui étaient en face de vous. Philippe Laurent est secrétaire général de l'AMF, Michel Vernier est trésorier général de l'AMF, Agnès Lebrun, vice-présidente, Cécile Gallien, vice-présidente, et Gilles Leprousse, vice-président. Nous avons les représentants du Moniteur et nous avons les représentants du CEVIPOF qui sont également à votre disposition. Il y aura, ça c'est pour agrémenter nos travaux, un partenariat très fort avec l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Tony Estanguet sera là et nous aurons la présentation avec le CEVIPOF de la création de l'Observatoire de la démocratie et de la vie locale. Et je pense qu'il sera extraordinairement précieux, effectivement, profitant ainsi de votre présence, Monsieur le Président, de bénéficier de vos lumières et de la mise en perspective des sujets que nous venons de traiter. Je crois n'avoir oublié personne, puisque André Léniel, tout le monde le connaît, il est premier vice-président délégué. Si, un petit mot. L'esprit de l'AMF, et ça dure depuis un siècle, vous le savez, c'est on laisse au vestiaire nos engagements militants, qui sont bien connus, et on place l'intérêt général des communes au-dessus de toute autre considération. Ça fait un siècle que ça dure, c'est quelque chose de fondamental. Lorsque l'on lit ici ou là, de la part de certains membres du gouvernement, qu'il y a des engagements politiques ou des postures ou autres, c'est une erreur supplémentaire que commet le gouvernement et ces membres du gouvernement qui mettent ça dans l'opinion publique. C'est une erreur supplémentaire que de croire que ce sont des choix politiques qui nous amènent à batailler avec l'État. On est aux côtés du président de la République pour défendre la République. On l'a fait vivre, il a un mandat, nous aussi, nous procédons du suffrage universel, nous sommes des représentants de la nation et nous avons ça en partage. Et nous sommes vraiment dans une logique de ce qui nous semble être l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays, dans un État qui a 2000 milliards de dettes,
c'est de décentraliser au maximum des politiques publiques qu'il ne peut plus porter. C'est ça le sens du combat. Et vous avez tout le spectre politique, des LR au centre, en passant par évidemment le Parti socialiste et les mouvements communistes, on peut le dire ainsi, et les représentants également du parti majoritaire. Je veux remercier Cécile Gallien d'avoir accepté cette responsabilité de vice-président qui permet d'avoir des débats sur lesquels il n'y a pas une unité de vue. Je peux vous dire que les débats que nous avons entre nous sur un certain nombre de sujets peuvent avoir des angles, puisque nous ne partageons pas toujours sur tous les sujets le même regard. Mais à la fin des fins, nous définissons ce qui est pour nous le plus grand des multiplicateurs communs d'une position commune. Donc les positions que nous portons, y compris pour la préparation de ce congrès que nous présentons devant vous, ce sont des positions qui sont l'expression du regard le plus large des sujets sur lesquels nous sommes en plein accord et sur lesquels il doit y avoir des négociations avec l'État. Voilà, je voulais compléter pour que ce soit bien intégré pour ceux qui ne connaissent pas pleinement cette maison. Philippe Laurent, pour la présentation de la campagne. Oui, merci François. Bonjour à toutes et à tous. Naturellement, dans le cadre de ce que vient de dire, dans la suite de ce que vient de dire François, je partage l'analyse qui vient d'être faite par André sur la situation et sur les conclusions qu'il en tire. Et vous savez, le congrès de l'Association des maires de France est évidemment l'occasion, en effet, notamment à travers cette motion, votée chaque année, de dresser la feuille de route de nos demandes, de nos souhaits et de notre mandat de négociation avec l'exécutif national. Donc il y a dans le congrès une dimension de discussion et de négociation avec le pouvoir national. Mais nous souhaitons, et nous avons souhaité cette année, accompagner donc cet aspect traditionnel du Congrès par une interpellation générale de l'opinion publique autour donc du rôle de la commune, sur son rôle de la commune et des intercommunalités. C'est son rôle, puisque dans notre conception, l'intercommunalité, c'est la commune. Ce n'est pas la commune qui est absorbée par l'intercommunalité. L'intercommunalité, ce sont des outils au service des communes. Donc sur le rôle de ce bloc local, donc sur donc la gestion des services publics locaux, et au-delà, sur également l'enracinement républicain qui est le nôtre et qui doit rester celui de notre pays. On le voit bien d'ailleurs, puisque nous sommes à quelques jours d'une cérémonie particulièrement importante, le centenaire donc, de l'armistice, et nous verrons dans l'ensemble des communes de France, eh bien, les maires, dans la plus petite commune comme dans la plus grande ville, donc les maires présents aux côtés d'autres autorités, mais c'est d'abord le maire qui est présent devant son monument aux morts pour rendre hommage et accomplir ce devoir de mémoire. Et c'est par là même qu'on voit que la commune, peut-être encore plus la commune que d'autres institutions, la commune, c'est la République. Et ça, c'est un message que nous voulons porter fortement, évidemment vis-à-vis du gouvernement, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de l'opinion publique. Et parallèlement à ça, la commune, c'est aussi le lieu par excellence de fourniture des services publics du quotidien. C'est le lieu du lien social, de la solidarité, qui s'expriment à travers de multiples formes, qui ne sont pas forcément que des formes institutionnelles, qui sont aussi des formes de solidarité toutes simples entre personnes qui habitent et qui vivent sur le même territoire. C'est aussi le lieu de la démocratie de proximité, naturellement, et c'est aussi le lieu de la solidarité. Mais c'est aussi, et ça je veux y insister parce qu'on ne le dit pas suffisamment, les communes sont aussi des formidables lieux d'innovation dans toute nature, d'innovation technique, d'innovation sociale. Il s'invente plein de choses dans nos communes. On l'avait montré l'année dernière à l'occasion du 100e congrès, avec toute une série d'initiatives qui avaient été mises en avant. Et donc, tout ce caractère donc, qui est absolument, que nous jugeons, mais que les Français aussi, lorsqu'on leur pose la question, jugent indispensable donc, de la commune, c'est ce que nous souhaitons évidemment donc mettre en avant à travers cette campagne de communication qui sera parallèle à notre congrès, mais qui se poursuivra jusqu'au printemps 2019. Alors, cette campagne, donc, elle a été conçue autour de 2 temps différents. Voilà, le
premier temps, c'est, eh bien, voilà, ceci, on le fait. Donc, on va voir après de manière plus détaillée. Et donc, ce temps durera jusqu'à la fin de l'année 2018. Et le deuxième temps, c'est donc ma vie, ma commune. Comment un temps qui est plus d'émotion et qui s'adresse davantage à chacune et chacun d'entre nous pour montrer comment la commune intervient à chaque moment de la vie de chacune et chacun d'entre nous. Avec toujours ce hashtag qui va donc devenir le best-seller, le hashtag le plus utilisé de France dans les mois qui viennent. Voilà, le hashtag ma commune, j'y tiens. Voilà. Vous pouvez le noter, vous pouvez le mettre sur vos comptes Twitter, Facebook, tout ça. Hein, on compte sur vous. Voilà, donc 2 temps. Allons-y. Alors, donc le temps 1, la mobilisation et l'information. Donc, et voilà, donc toute une série donc, d'affiches qui ont été réalisées et qui commencent d'ailleurs, qui vont commencer très rapidement à être affichées dans toutes les communes de France. Puisque nous avons sollicité naturellement les communes, puisque c'est elles qui détiennent généralement les outils d'affichage. Alors elles le font d'ailleurs gracieusement pour l'AMF. Et donc dès les prochains jours, ces affiches continueront donc d'être présentes. Alors cette affiche-là est très importante, puisque en réalité c'est le thème de notre congrès, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs, qui est servir les citoyens et agir pour la République. C'est bien donc sur ces 2 grands thèmes, servir les citoyens, donc les services publics, la solidarité, etc. Et puis agir pour la République, donc réaffirmer donc l'aspect institutionnel de la commune qui est particulièrement important historiquement dans notre pays. Voilà, donc vous avez ici, il y a un certain nombre d'exemples qui vont passer. Là, on peut les passer rapidement. De toute façon, je crois que dans le dossier, ces affiches y sont. Voilà, sur des choses, vous voyez, très concrètes, l'eau potable, les transports, la culture, l'école. Voilà, la restauration collective, les bibliothèques, la voirie. Et voilà donc des exemples donc d'affichage dans les mobiliers urbains donc de nos communes. Et puis une déclinaison dans la presse et notamment dans la PQR des insertions presse qui auront donc du 16 novembre, 22 novembre et 27 novembre. Également, on a proposé donc à l'ensemble de nos collègues qui disposent de sites internet de pouvoir utiliser une bannière spécifique qui s'appelle « On le fait ». Alors ça, chacun donc l'utilisera s'il le souhaite, mais nous pensons que ça sera très répandu. Donc ça, c'est sur les différents sites internet, sur les pages Facebook, etc. Et puis, naturellement, vous savez, l'AMF, ça aussi, on ne le dit pas suffisamment. Enfin, nous, on en parle évidemment entre nous. Vous savez, l'AMF, c'est en fait l'Association des maires de France et c'est 100 associations départementales. C'est très important. Le relais des associations départementales est absolument majeur. Pour vous donner simplement un chiffre, au niveau national, l'AMF, c'est un peu moins de 100 collaborateurs. Mais si on additionne tous les collaborateurs des associations départementales, qui font du conseil, de l'accompagnement, de la formation, etc. C'est un réseau qui est pas loin de 500 personnes qui travaillent donc au quotidien au service des communes et des intercommunalités. C'est très important de le rappeler. Donc l'AMF, c'est un réseau et naturellement, pour décliner cette campagne, notamment à l'échelle de chacun des départements, nous nous appuyons évidemment sur l'ensemble des associations départementales qui ont été évidemment à la fois informés et qui ont reçu ou qui sont en train de recevoir donc, un kit de communication. Voilà. Alors ensuite, le deuxième temps qui commencera à partir du début de 2019 et qui sera notamment utilisé, qui pourrait être utilisé aussi par nos collègues au moment des vœux, puisque c'est aussi une grande tradition dans beaucoup de communes. Donc ce sont une campagne d'affichage qui s'adresse davantage de manière plus personnalisée à chacune et chacun d'entre nous, donc à travers des photos, une campagne image avec ma commune j'y tiens. Et vous voyez, alors on ne le voit pas très bien là, mais en dessous,
Donc voilà, voilà, à tous les moments de ma vie. Voilà, donc voilà, les entretiens des espaces verts, donc l'accueil foyer logement, voilà. Et donc évidemment, chaque commune a la possibilité de faire imprimer ces affiches avec son logo si elle le souhaite, ou de les prendre telles quelles. Voilà, et puis donc des kits de communication. Oui, bon, d'accord, kits de communication. Et je veux vous dire, parce que quand même, il faut le dire, hein, que cette campagne, nous avons choisi pour la réaliser donc une agence de communication qui s'appelle l'Agence Verte. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. On répondra évidemment à vos questions sur ce sujet. Autre élément ainsi distillé à travers cette conférence de presse, la présence d'Éric Orsenna, qu'on ne présente pas, mais qui viendra témoigner, comme il l'a fait, sur le rôle irremplaçable de la commune. Il est précieux qu'un homme comme lui, avec le rayonnement et évidemment son talent, puisse s'exprimer, comme il l'avait fait d'ailleurs dans un rassemblement des maires de France. Et c'était vraiment deux cultures, mais qui partagent la même vision et la même passion de l'identité du pays qui s'est construit dans sa géographie autour de nos bassins de vie. Je voudrais également remercier profondément Public Sénat et toutes les équipes et son président pour un partenariat historique qui, je crois, correspond à nos missions respectives et qui, de leur contexte singulier, je l'espère, permettra aux émissions de favoriser une pleine compréhension de l'opinion publique à travers votre réseau des enjeux qui sont les nôtres et qui les concernent tous, compte tenu de la nature particulière et identitaire de votre chaîne de télévision. Michel Vernier. Un sujet très sexy sur la commande publique. Il n'a pas ajouté très vite, mais ça va être bref. Il y a un signal qui n'a pas été évoqué par mes amis qui sont devant vous sur la situation et la perception des maires, c'est qu'il n'y avait jamais eu autant de démissions de maires qu'il y en a depuis quelque temps. Sur mon département, par exemple, 15 démissions de maires, ce qui est du jamais vu. Le dernier qui a démissionné avant-hier et que j'ai appelé m'a dit la chose suivante. Je n'en peux plus et je n'ai pas envie de me rendre malade sur l'adéquation qui n'existe pas, enfin sur la péréquation qui n'existe pas entre ce qu'on me demande de faire et ce que je peux faire, et surtout les exigences de la population. Les exigences de la population qui tient le discours suivant, je paye des impôts, alors je ne sais pas ce qu'ils vont dire après, donc je veux. Et là, vraiment, quand on dit ça, c'est une réalité. D'ailleurs, il y a des décentralisations télévisées qui ont fait des sujets là-dessus. Et en France, c'est un phénomène qu'on n'a jamais constaté. Aujourd'hui, 30%. Alors, ça se modifie toujours un petit peu quand les élections arrivent, mais plus de 30% des maires en exercice indiquent qu'ils ne se représenteront pas aux élections qui viennent. Tout ça pour une raison très simple, c'est que les maires veulent réussir. Donc les maires ne sont pas des opposants à des gouvernements, ils sont des gens qui veulent réussir la mission qui est la leur. C'est ça l'intérêt qui est le nôtre. Et d'ailleurs, on apprécie particulièrement, quand on gère une collectivité et qu'on y est depuis quelque temps, de l'avoir changé, de l'avoir évolué. Parce que là, on peut dire, j'ai participé et à la décision et à la réalisation. Et ça s'adresse à tous les domaines. On leur demande de faire toujours plus, et ça, ils comprennent. C'est-à-dire que le ruissellement des exigences, ça fonctionne bien. Ça, on comprend. Accessibilité, ben oui, accessibilité. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on ne mette pas une ville accessible à toute forme de handicap. On nous a même demandé de signer des contrats pluriannuels avec ça. Et on sait combien ça coûte par an. Mais il ne faut pas dire ça comme ça, parce que si on dit ça aux associations, ils deviennent fous furieux en disant quoi, ça coûte. Mais les gens handicapés, c'est les citoyens comme les autres. Et ils ont raison. Mais il n'empêche que... Donc aujourd'hui, on dit aussi protection de l'environnement. Attention, la planète. Et ça aussi, les maires sont d'accord. D'ailleurs, ils ont été les premiers signataires des chartes zéro pesticide. Eux, ils n'ont pas hésité aujourd'hui. Et ils assument, eux aussi, entre les herbes folles et les pesticides, le fait qu'il y ait des herbes folles. La population ne comprend pas toujours, mais eux, ils assument ça. C'est-à-dire qu'on est face à cette situation. Traitement des déchets.
Enfin, toutes ces choses qui sont de la vie quotidienne, on comprend les exigences des différents gouvernements qui sont succédés. L'intérêt de la planète, on comprend tous, on est en première ligne, mais il y a un autre ruissellement qui ne se fait pas. Bon, mes collègues et amis en ont largement assez parlé, je ne vais pas y revenir, c'est les moyens financiers qui suivent. Autrement dit, toujours plus de charges, avec des moyens, en tous les cas, qui, s'ils ne diminuent pas, n'augmentent pas, mais des moyens qui ne diminuent pas quand l'inflation augmente et que les dotations sont fichées, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et je suis là depuis un petit moment. Quelquefois, on dit peut-être trop longtemps. Mais en tous les cas, les choses, pour nous, elles sont claires. Alors, on vous a parlé du Congrès, mais le Congrès, il a quelque chose à côté que les maires attendent autant que le Congrès. Débat d'idées, oui, mais salon des maires. Et d'ailleurs, il y a même des maires qui disent « je vais au salon ». Alors moi, je leur rappelle qu'il y a aussi un congrès où il faut venir pour discuter un peu avec nous. Et donc, devant ces difficultés qui sont liées, je l'ai dit, à l'accessibilité, l'environnement, on a toujours besoin de trouver à côté de nous, et pas face à nous, des entreprises de très grande qualité qui sont là pour nous proposer tout ce qui peut exister d'innovant. Et quand c'est moins cher, c'est encore mieux. Et il vaut mieux se rendre sur le salon, parce qu'il n'y a pas que la quantité de champagne, de consommation de champagne, je dis ça parce que j'avais suivi ça l'année dernière, je ne sais plus combien de champagne était bu lors du salon, mais ce qui nous intéresse, nous, en dehors de la coupe de champagne partagée, c'est aussi tout ce qui peut tourner autour de tous ces grands services de l'environnement, de l'accessibilité, je le répète, et qu'on peut voir de tout ce qui est matériel urbain, par exemple, qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, on ne met plus n'importe quoi dans une ville, il faut gérer les choses. Et donc, c'était l'introduction qu'on m'a demandé de faire avec le salon. Et si ce qu'on me dit, dans ma modeste préparation, parce que je suis entouré d'une équipe qui m'aide beaucoup, mais au bout du compte, je paye. Enfin, je signe. Mais on s'est dit tout à l'heure, il m'a été répondu, oui, mais vous recevez aussi. Alors, plus vous me donnerez, mieux je me porte. Mais en tous les cas, je crois savoir, et vous allez le confirmer, je vous passe, si le président m'y autorise, tout de suite la parole, c'est qu'on a plutôt manqué de place cette année qu'on en a eu en trop. Ce qui veut dire, par conséquent, que les entreprises, dans le partenariat public-privé qu'on défendra toujours, les entreprises trouvent toute leur place au Salon des maires et peuvent nous apporter des idées d'innovation, d'économie, de bonne gestion, et on en a bien besoin. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, bonjour, je suis Julien Elmaleh. Je suis directeur général du groupe Infopro Digital, éditeur du Moniteur, de la Gazette des communes et partenaire de l'AMF dans le cadre de l'organisation du Salon des maires. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur le salon. Nous aurons cette année près de 790 exposants, donc 790 entreprises intéressées par rencontrer les élus et leurs équipes. Nous aurons également 110 conférences sur le salon. Près de 50% des exposants n'étaient pas là l'année dernière. 35% exposent pour la première fois. Donc c'est l'effort de toutes nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied cette année pour vous offrir, aux élus et à leurs équipes une offre constamment nouvelle, dynamique, et qui répond à vos exigences, on en parlait tout à l'heure, d'avoir des solutions, des produits pour vous aider à mieux faire avec moins. Alors, parmi nos exposants, nous aurons beaucoup de PME ancrées dans les territoires français, dans les régions françaises. Alors, j'ai choisi de vous en citer quelques exemples. Par exemple, la société MyKeeper, 11 salariés à Bar-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, qui propose des systèmes de sécurité pour les enseignants dans les écoles pour pouvoir, en cas d'intrusion, donner l'alerte. Autre exemple de PME, la PME nantaise Naoden, 10 collaborateurs qui vient sur le salon pour la première fois et qui, elle, propose une centrale de production d'énergie à partir de déchets de biomasse. Alors, je pourrais vous donner, on pourrait y passer du temps, une liste très très longue de toutes les PME qui seront là, mais je vous invite à venir les découvrir sur le salon. Également présents les acteurs traditionnels sur le salon, La Poste, Engie, EDF, Veolia, ces sociétés, elles aussi, sont en pleine transformation de leur métier pour vous aider, pour aider les élus et leurs équipes à trouver aussi ces nouvelles solutions pour répondre
à vos nouveaux défis. Alors, parmi les secteurs traditionnels du Salon des maires, nous avons le bâtiment, nous avons le numérique et l'éclairage public qui sont particulièrement en croissance cette année. D'ailleurs, à ce propos, je voulais remercier tout particulièrement l'Association française de l'éclairage public qui nous a aidé à rassembler un très beau pavillon éclairage et pour nous aider à sensibiliser tous les visiteurs du Salon des maires aux problématiques liées à l'éclairage public. Nous aurons également 4 espaces thématiques autour de la sécurité, autour du sport, autour du santé sociale et du numérique, pour permettre à des startups de venir au salon dans des conditions très privilégiées, pour là aussi venir tester leurs produits, leurs offres auprès de vous, auprès des élus et des équipes. Comme tous les ans, nous remettrons sur le salon les prix Innovation, dont le jury est présidé cette année par Pierre Jarlier, le maire de Saint-Flour, vice-président de l'AMF. Et c'est près de 80 dossiers qui ont été présentés pour une dizaine de lauréats. Nous avons également un partenariat très fort avec le sport en France, puisque nous sommes en lien avec le Comité national olympique et sportif français, l'Agence pour l'éducation par le sport, l'association Sport et Territoire, et bien évidemment le ministère des Sports, qui nous ont permis de rassembler un très beau pavillon autour du sport, avec près de 140 exposants. Et tout cela donne un signal très positif pour la mobilisation pour les JO 2024, qui seront bien évidemment traités lors du Salon des maires. Bref, nous avons un très beau salon en perspective, très dynamique, avec une très belle offre, pour répondre à vos défis, aux défis des collectivités en termes de transition énergétique, de numérique, de santé ou bien encore du lien social. D'ores et déjà, nous travaillons sur les éditions de l'année prochaine et futures, avec des enjeux autour du post-carbone, du changement climatique, de la biodiversité, mais je ne vous en dirai pas plus et je vous donne rendez-vous l'année prochaine en vous souhaitant un très bon congrès, un très bon salon et en vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Elmaleh. Nous allons passer évidemment à vos questions. Et puis à la fin, si vous l'acceptez, je donnerai la parole au président du CEVIPOF pour qu'il mette en perspective le rôle, la place et l'organisation du futur observatoire qui sera très précieux pour, je pense, nourrir vos analyses. On est à votre disposition. Alors attendez, peut-être avec un micro pour que chacun bénéficie de votre voix. Bonjour, Cédric Néo, la Gazette, effectivement c'est mieux. La question s'adresse plutôt à M. Daniel. Est-ce que vous pouvez préciser les 10 milliards de crédits en moins qui sont prévus dans le PLF? Est-ce que vous pouvez les ventiler? Merci. Ça sera précisé, je ne sais pas si je vais le faire maintenant parce que ça serait long, mais je l'ai... Pas l'euro près, non, mais sur les grandes masses. Si vous voulez, c'est le cumul des 2 années, j'ai bien précisé, ce qui a été en jeu en 2018 et ce qui se profile dans la loi de finances pour 2019. Nous avons eu des baisses de crédits sur de très nombreux sujets. Et donc, j'ai bien dit, ces baisses des crédits des territoires. Puisqu'à l'intérieur, il y a bien entendu la baisse des crédits, par exemple, pour les agences de bassin. Ça concerne directement chacune de nos collectivités. C'est la baisse des crédits pour le logement. Plus d'1,5 milliard sur l'année 2018. C'est la baisse des emplois aidés. Plus d'1 milliard. Pour l'année 2018, nous atteignons, sans compter l'inflation, plus de 3,5 milliards, qui donc se répercutent à nouveau sur 2019, ce qui sur 2 ans va faire 7 milliards. Et sur 2019, nous avons là aussi à nouveau des baisses importantes, d'ailleurs parfois sur les mêmes sujets. À nouveau, les contrats aidés. À nouveau, un certain nombre de politiques, par exemple les TEPCV qui disparaissent, par exemple le FISAC qui disparaît. Je vais arrêter là, j'ai l'énumération, vous connaissez, je suis pointilleux, j'ai l'énumération. Je pense que lors du débat financier dans le Congrès, j'entrerai dans le détail. Mais c'est pour vous donner quelques exemples. Et si nous cumulons ce que nous avons perdu en termes de pouvoir d'achat pour cause d'inflation sur les 2 années, c'est 2 milliards. Un petit exemple révélateur, mais très spectaculaire. Une de nos collectivités ultramarines a été massacrée par un ouragan, Saint-Barth et Saint-Martin. Le président de la République, à juste titre, se déplace. Il incarne la République et l'unité de la nation. Il affiche la solidarité nationale. Il a raison, on le soutient pleinement. Où est pris l'argent des 50 millions sur la dotation d'investissement local?
Donc il aurait été juste de dire c'est la solidarité des collectivités locales et non pas la solidarité nationale qui s'exprime à l'égard de la reconstruction de Saint-Barth et Saint-Martin. C'est intéressant. On l'a découvert dans le CFL, parce qu'en lisant les documents, on s'est quand même interrogé, et nous avons posé la question au ministre au CFL, et c'est là qu'on a découvert que cette augmentation soi-disant de crédit était en réalité ponctionnée sur nos crédits pour venir en solidarité à Saint-Martin. La solidarité, oui, mais bon, la solidarité nationale, il nous paraissait naturel que ce soit la nation, à travers l'État, qui l'assume. Est-ce que demain, pour l'Aude, nous aurons la même chose? Et l'Aude a bien besoin de la solidarité nationale, pour ne prendre qu'un exemple récent. Nous voulons restaurer dans notre dialogue avec l'État 2 idées simples. Qui décide, paye. Qui paye, décide. Qui décide, paye. L'État décide des choses, il paye. Si on paye, on veut être acteur de la décision. C'est ça une république décentralisée. Et ce sont ces principes-là que nous allons affirmer et que nous allons souligner tous les jours jusqu'à la fin de notre mandat. Bonjour Aurélien Elias, le Courrier des maires. 2 questions. La première sur la CNT. Est-ce que le nouveau format qu'on évoque, des réunions tous les 2 mois avec Jacqueline Gouraud, des réunions tous les 3 mois avec le Premier ministre, vous convient? Est-ce que vous avez des infos sur les échéances de ces réunions? Et deuxième question, Monsieur Barouin, je crois que vous rendez demain à Rennes, au congrès de l'ADF. Vous avez expliqué que vous formiez un pacte avec les 2 autres associations d'élus. Est-ce que vous avez du nouveau? Puisque l'ADF disait, sans avancer sur ce dossier de la taxe d'habitation, pas de ministre invité, le congrès commence demain, et comme vous liez le sort des communes à celui des départements, est-ce que vous avez des infos sur les avancées sur ce dossier? Merci. Alors, j'ai pas de nouveau, il faudrait appeler Dominique Bussereau. Nous marchons main dans la main et nous sommes maintenant organisés avec Territoires Unis. Et on ajustera nos positions en permanence, y compris sur la nouvelle forme d'organisation que proposera le gouvernement sur la méthode de travail. Pour nous, la CNT est caduque dans la forme telle qu'elle a été présentée pendant 15 mois. Elle est morte. Ça n'a pas marché. C'était une litanie de discours ministériels. On n'a pas été associé à la définition de l'ordre du jour. On n'a pas été associé à la définition des thématiques proposées. Les sujets qui ont été proposés soit étaient décalés dans le temps, soit ne correspondaient pas à notre vision. C'était même pas du dialogue. Ça a fini dans une impasse. Le gouvernement en a tiré les conséquences, je pense à juste titre. Ça, c'est plutôt bien de reconnaître ses erreurs. Maintenant, nous n'avons pas d'informations sur la nouvelle forme et ça ne peut pas s'appeler CNT, c'est autre chose. Ça n'est plus du dialogue que nous voulons, c'est de la négociation en bilatéral avec les ministères concernés. Il y a des ministères avec lesquels ça se passe plutôt bien. Hier matin, nous avons tenu par exemple une conférence de presse avec Mme Schiappa et Mme Buzyn, où nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur un vade-mecum des bonnes pratiques pour l'attribution des places de crèche. Au départ, on était parti sur un véhicule législatif imposé par l'État pour dénoncer en quelque sorte les maires qui faisaient du clientélisme avec les places de crèche. J'ai été reçu par Mme Buzyn, j'ai été reçu par Mme Schiappa il y a plusieurs mois. Je leur ai dit attention danger. Et c'était avant Balance ton maire. Donc si l'état d'esprit c'est Balance ton maire sur tous les sujets, ça ne va pas être possible. On a avancé. La proposition que j'ai formulée d'un vade-mecum a été retenue. On l'a présentée hier. Travail conjoint État, collectivité locale. Ça pourrait être simple sur tous les sujets. Et c'est ça la contractualisation que me dit Philippe Laurent. Et c'est pas ça sur tous les sujets. Donc pour répondre précisément à votre question, nous n'avons pas encore de calendrier. Nous ne verrons aucun membre du gouvernement d'ici le Congrès. Nous définirons notre base de négociation. Et c'est sur ces bases-là que nous verrons ensuite, de manière très républicaine, comment nous répondrons aux invitations ou comment les membres du gouvernement ou le président de la République lui-même souhaitera travailler. Mais on est en attente là-dessus. Si. D'abord, il y a des gens qui enregistrent, donc travailler pour l'histoire. Oui. Donc il y a un nouveau ministre. Voilà. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que vous en attendez? Quels ont déjà été les premiers contacts? Enfin,
Alors, la ligne que nous avons fixée, c'est... bon, j'ai rencontré le président de la République, c'était à l'agenda officiel du président, à sa demande, dans le cadre, au fond, des rencontres qu'il a organisées avec l'ADF et l'ARF, pour mettre sur la table les problématiques qui étaient les nôtres. Nous ne verrons aucun ministre et nous ne répondrons à aucune invitation ministérielle d'ici le Congrès. Nous formulerons nos propositions et c'est sur ces bases-là, naturellement, que nous travaillerons. Il n'y a aucun a priori. Les hommes ou les femmes importent peu pour dire les choses. Ce qui compte, c'est les politiques proposées. Si les politiques changent sur les dotations, sur la taxe d'habitation, sur le logement social, sur toute une série de sujets que nous venons d'évoquer, on s'en félicitera et nous le dirons aussi fortement que nous disons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Vous me permettrez juste un mot. Il y avait un ministre des collectivités territoriales. Il est parti comme ça. Je trouve ça injuste. C'était un homme affable, donc ce n'était pas un problème de forme. Et c'est un homme qui a essayé de faire des choses, et je veux lui rendre hommage, je le dis franchement. Monsieur Mézard est passé à la trappe, sans laisser d'adresse, et nous le regrettons. Non, mais c'est une formule, je dirais, médiatique, pour expliquer que, au fond, c'est les politiques qui sont proposées. Monsieur Mézard part, non pas parce qu'il est responsable des difficultés qu'il y a eu avec les collectivités territoriales. Le remaniement a été organisé, c'est l'affaire du président et du gouvernement. Ce n'est pas notre affaire, parce que les politiques qui étaient proposées ne correspondent pas aux attentes profondes de nos territoires, de nos administrés, de nos usagers de services publics, de nos contribuables. Voilà, c'est ça. Et ce sont souvent les mêmes. Donc, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Et en tout cas, sur la méthode, sur le calendrier, sur les thématiques qui sont proposées, tout ça est désormais sur la table pour ce qui concerne notre position. Et nous souhaitons évidemment avancer avec l'ARF et l'ADF sur tous ces sujets de concert. Bonjour, Simon Le Baron, France Info. Une question d'actualité, Monsieur Barouin, sur l'aide au transport qu'Emmanuel Macron souhaite voir étendre à toute la France, qui est mise en place pour l'instant dans la région des Hauts-de-France. Ça ne concerne pas directement les communes, mais les régions avec lesquelles vous travaillez, et les entreprises avec lesquelles vous travaillez aussi. Est-ce que vous pensez que l'État décentralise quand ça l'arrange? Alors là, c'est même pas... Alors ça c'est même pas une... Bon, on ne s'élève pas au-dessus d'une condition qui n'est pas la nôtre. On est vraiment dans la logique du périmètre de nos débats entre collectivités locales et État. Mais il est incontestable, à travers votre question, que cette problématique de l'augmentation de la fiscalité sur le gazole a un impact sur l'organisation de nos territoires, singulièrement nos territoires distanciés, avec évidemment des temps de transport qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on vit dans les métropoles, les 6 métropoles françaises. Si la décentralisation, c'est j'augmente les impôts, mais comme on sait que c'est un coût, je demande aux régions de payer un chèque pour compléter et éviter qu'il y ait un impact sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas la décentralisation, c'est l'opposé de la décentralisation. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre autour de la table. C'est en effet aux régions de le faire, mais j'imagine mal demander en fait la double peine aux contribuables, puisqu'on va lui faire passer une ardoise avec l'augmentation des taxes, et on va lui demander une contribution, parce que l'argent des régions, c'est l'argent du contribuable, de payer une deuxième fois pour le plein qu'il doit remplir. Je pense qu'il faut travailler un peu plus sérieusement sur ce sujet. Je pense qu'il faut réfléchir. Soit c'est une défiscalisation, mais alors dans ce cas-là, pourquoi augmenter les taxes? Soit c'est un chèque service, mais alors pourquoi demander au contribuable de payer son plein 2 fois? Enfin, vous voyez, pour nourrir votre réflexion. Bonjour Maxence Lambrec, France Inter. Est-ce que vous avez l'assurance du président de la République qu'il viendra bien pour la clôture, comme il s'était engagé l'année dernière? Je reviendrai tous les ans, avait-il dit. Il ne nous appartient pas de communiquer à la place de l'Élysée. Comme je vous l'ai dit dans le même esprit, on ne s'élève pas au-dessus d'une condition qui n'est pas la nôtre. Donc je laisse le soin à la présidence de la République de communiquer sur la présence ou non du chef de l'État. Il est naturellement invité, et vous l'avez dit vous-même, il s'est lui-même invité, et nous en étions très heureux et très fiers, tous les ans au Congrès des maires. Oui, bonjour, Emmanuel Kessler, président de Public Sénat. Juste un mot pour vous remercier, Monsieur le Président, François Barouin.
des mots que vous avez pu prononcer, puisque effectivement nous allons être à nouveau partenaires de ce congrès, et la vivacité des sujets abordés ici montre à quel point cette présence de Public Sénat, qui pendant 4 jours va installer son plateau au cœur du congrès, comme une caisse de résonance de toutes les préoccupations que vous avez à destination du grand public, tout ça est vraiment, je dirais, fondamentalement en phase avec les préoccupations citoyennes et avec, comme vous l'avez dit, votre mission et la nôtre à notre modeste échelle. Donc je vous remercie de nous accueillir. On a pu constater l'année dernière que de nombreux maires étaient à la fois présents sur notre plateau, mais même autour, pour prolonger les débats que vous avez dans la grande salle du Congrès. Et effectivement, nous aurons 2 temps à chaque fois, un temps de débat en plateau, et puis les grands moments du Congrès, eh bien, nous allons en faire profiter les téléspectateurs de Public Sénat et les internautes comme s'ils étaient eux-mêmes un peu à votre place, présents sur ce Congrès. Donc voilà, je vous remercie et j'invite évidemment tous ceux qui le souhaitent à relayer cette présence de Public Sénat qui est importante parce que c'est un moment de démocratie très fort que ce Congrès des maires de France, nous serons d'ailleurs également demain, et aussi au Congrès des départements de France avec qui nous avons le même type de partenariat. Les territoires, hein, vous le voyez bien, se sont vraiment appropriés les débats que vous animez et les angles qui sont présentés. C'est vraiment, en tout cas, je suppose que pour vous c'est passionnant et pour vos équipes. Pour nous, c'est vraiment une lucarne et une fenêtre que nous n'avions pas. Et c'est, alors pour le coup, un élément de démocratie locale et de démocratie tout court qui est fécondé à travers ce partenariat. Oui, bonjour, Stéphane Vernet, Ouest France. Est-ce que vous pourriez nous préciser ou nous repréciser le montant global de la campagne de communication que vous allez lancer d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous pourriez nous dire si le hashtag Ma Commune J'y Tiens a été conçu pour effacer le hashtag Balance ton port? Pardon. Lapsus. Mais vous voyez pourquoi c'était grave. Vous voyez pourquoi c'était grave. Et vous voyez pourquoi la séquence ministre des Comptes qui publie une liste et une équipe politique qui fait un hashtag mondial qui crée une correspondance inconsciente entre des crimes, des violences contre les femmes et le maire de sa commune était insupportable, inacceptable et intolérable. Et c'est ce que nous avons dit, et je l'ai dit au président de la République, c'est du populisme d'État. C'est du populisme officiel. On ne peut pas d'un côté dire, et je crois à la sincérité de cet engagement, on va lutter contre tous les populismes, et verser à corps perdu soi-même à travers un hashtag qui fait que dans votre question, vous êtes vous-même trompé. Donc ça, il faut y mettre un terme, profondément. Je remercie au passage les membres de l'actuelle majorité qui se sont détachés, notamment les membres de la délégation aux collectivités locales, très vite de cette initiative. Et je remercie également les membres du gouvernement qui se sont détachés de cette initiative, même si nous contestons les compliments qui ont été adressés à ceux qui n'ont pas augmenté la taxe d'habitation, parce que ce n'est pas l'affaire de l'État et ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Sur le prix, c'est une version classique d'une campagne de communication de 250 000 €, qui est vraiment une base minimum pour une campagne nationale et qui va surtout, c'était ça l'originalité de la présentation de l'agence, sans assurer sa publicité, mais après tout, il faut aussi dire du bien des gens qui travaillent bien et qui comprennent nos enjeux sur les réseaux sociaux. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une campagne dynamique. Ce que l'on veut, c'est que ce soit une campagne qui permette aux gens de comprendre exactement quand ils payent des impôts locaux, qui le fait. Ce qu'on veut, c'est que ça permettra aussi de comprendre qui dit des choses et qui ne le fait pas, mais qui en assure la facture. Et enfin, pour répondre complètement à votre question, ça n'a rien à voir avec l'initiative scandaleuse qui avait été prise il y a une quinzaine de jours sur ce hashtag, puisque vous imaginez bien qu'un travail comme cela, c'est plusieurs mois de réflexion. En réalité, la naissance et la jeunesse de cette campagne, c'est le fruit de 2 réflexions. Les attaques que nous subissons à l'égard de la commune, que nous n'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas, nous ne le supportons pas, nous ne le vivons pas et nous sommes comptables des intérêts de nos administrés. Et c'est dans cette ambiance de populisme global, qui est un phénomène mondial et qui menace toutes les démocraties, même si le maire est de très loin encore par rapport à tous les autres l'élus préféré des Français, il a perdu 10 points de crédibilité. Parce qu'à force de porter des coups aux uns et aux autres, surtout contre des maires, la plupart du temps bénévoles, disponibles matin, midi et soir, le week-end auprès des plus fragiles dans des communes qui incarnent notre pays, eh ben, ça a de l'impact. Et donc c'est notre devoir, et nous avons considéré que c'était notre responsabilité aux maires de France que de nous adresser directement auprès des Français pour dire voilà ce que nous faisons, et si vous tenez à ce que nous faisons, si vous aimez ce que nous faisons, ben dans ce cas-là, soyez-en conscients
et soutenez-nous. C'est pour ça, ma commune, j'y tiens. Ce n'est pas un message, les maires sont attachés à leur commune. Les maires, ils sont là de passage, tous, les uns aussi longtemps que les autres. C'est vraiment les Français qui marquent par cette adhésion leur attachement à un pilier de la République. Peut-être on diversifie les voix, si je puis me permettre. Sur les démissions, le Sénat a estimé récemment dans un rapport que 46% des maires souhaitaient quitter leur mandat, souhaitaient quitter la politique à la fin de leur mandat. Vous avez évoqué le chiffre de 30%. C'est un chiffre que vous avez actualisé ou c'est un chiffre moyen non, ces dernières années? Pour répondre franchement, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Même le ministère de l'Intérieur ne les a pas, ce qui est assez bizarre. Sur les maires, c'est un mouvement significatif, d'ores et déjà, de démissions enregistrées, très significatif d'intention et de dire dès à présent qui compte les jours jusqu'à la fin de mandat. Sur les maires adjoints, c'est un mouvement significatif. Sur les conseillers municipaux, c'est un mouvement qui n'a pas de repère historique, c'est-à-dire qui est sans précédent. Des gens qui ne vont plus aux réunions, qui démissionnent, qui sont usés, lassés, fatigués. Et ça, c'est la période qui précède je ne suis pas d'accord et je ferai un bras d'honneur. Et comme nous sommes des élus de la République, c'est aussi notre devoir de dire à un moment, si on veut rester groupé et solidaire au service de la République et au service de nos administrés, il faut absolument, 1, modifier la politique au niveau national, 2, redonner de l'élan à la décentralisation, 3, respecter ses élus, comme je le disais la plupart du temps, bénévoles. On n'a pas parlé du statut de l'élu, c'est un sujet parmi d'autres, mais ça fait aussi partie d'un cadre général de discussion, même s'il n'est plus prioritaire pour nous. Les enjeux sont de plus grande importance compte tenu du mouvement qu'on évoque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la loi NOTRe a une responsabilité majeure dans l'organisation des communautés XXL, de la désespérance d'une partie d'élus qui ont le sentiment d'être inutiles, et de l'autre, la politique actuellement menée, plus les problématiques de forme additionnées les unes aux autres qui sont nombreuses, créent les conditions d'un mouvement sans précédent, d'un désengagement profond de ces élus. Et comme je l'ai dit, c'est un peu la République qui s'abîme dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est en train d'échouer au quotidien dans certaines parties de nos territoires et elle est en train de se fatiguer jusqu'à, d'une certaine manière, se diluer. Et ça, c'est menaçant. Cette campagne, elle est vraiment là pour ça. Et donc, au fond, le hashtag balance ton maire n'est qu'un élément parmi d'autres, amplificateur spectaculaire, inacceptable, comme je l'ai dit, d'un problème plus profond qui nous a amené depuis plusieurs mois à travailler sur ce sujet. Stéphane Robert à France Culture, vous parliez tout à l'heure de la nouvelle ministre des collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, et vous disiez on va voir. Or, on sait qu'elle multiplie qu'elle se rend dans les réunions des assemblées départementales, locales, de maires, qu'elle le faisait avant, qu'elle continue à le faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit? Elle doit bien vous dire des choses à vos représentants au niveau local. Et qu'est-ce qui vous remonte à vous et où est-ce qu'on en est, en quelque sorte? Je laisserai Philippe Laurent, secrétaire général, qui tourne également beaucoup dans les assemblées générales, comme André, comme moi, comme Cécile, Gilles, Agnès ou Michel. On ne tient pas le même discours. Enfin, on ne tient pas le même discours. On a aujourd'hui, de ce que j'ai vu de ses déclarations sur quelques mois de sa présence au gouvernement, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision sur l'intercommunalité, on n'a pas la même vision sur les métropoles, on n'a pas la même vision sur la décentralisation. Juste pour que ce soit bien clair, qu'elle dise ne pas ressentir un malaise parmi les élus, quand il n'y a jamais eu autant de démissions, quand les problèmes s'accumulent et quand le gouvernement change même pour lui assurer une promotion afin de dire il faut que tout change parce que ça ne marchait pas, voilà, c'est quand même un sujet d'incompréhension. Ensuite, nous respectons tous les ministres qui sont en face de nous, nous sommes profondément républicains, mais nous ne lâcherons plus aucun centimètre sur une base de négociation. Et si elle a les moyens de changer la politique, on s'en félicitera et on le dira. Si c'est pour mener la même politique, au fond, ce sera un remaniement pour rien. Oui, merci François. Simplement, quelques mots par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour pas répondre, enfin compléter la réponse aussi à votre première question, madame, sur la présence d'un ministre vraiment dédié, etc., avec une forme de
de mise à disposition de la DGCL, parce qu'on a dit que c'était, André, hier, nous avons eu la preuve que c'était pas aussi clair que ça, hein, pour la DGCL, dans une autre réunion, puisque la DGCL, oui, c'est la ministre qui peut lui demander les études, les trucs et les machins, mais enfin, les nominations à la DGCL, les moyens informatiques, les locaux sont toujours du ressort du ministre de l'Intérieur. Hein. Voilà. Donc vous savez, qui nomme souvent décide, qui paye décide, mais qui nomme décide aussi souvent. Hein. C'est le ministre. Non, ça va. Ouais. Qui décide nomme aussi. Oui. Parfois. Et moi, ce que je veux dire, c'est, moi, bon, comme nous tous, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus une seule assemblée départementale de maires où il n'y a pas la présence d'un représentant du bureau national. Hein. Donc c'est une discipline à laquelle nous astreignons et qui est très importante pour nous aussi, parce que ça nous permet d'abord de faire passer un certain nombre de messages, mais aussi d'entendre un peu ce qui se dit dans les différents territoires. Moi, j'ai fait 6 assemblées départementales depuis le début septembre. Le message et l'attitude est partout la même. Ça ne s'exprime pas toujours tout à fait de la même façon, parce qu'il y a des cultures différentes selon les territoires, mais le message est partout la même. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de malaise, ce n'est pas exact. Et donc j'ai croisé à l'occasion de ces déplacements 2 fois Jacqueline Gouraud. Jacqueline Gouraud, on la connaît par cœur. Elle était ici, elle était première vice-présidente de l'AMF il y a encore quelques années, chargée de l'intercommunalité. Donc on la connaît parfaitement. Et en réalité, donc c'est quelqu'un pour qui nous avons naturellement beaucoup de sympathie personnelle. Mais la question, évidemment, n'est pas là. L'Association des maires de France, elle n'est pas dans une revendication de câlinothérapie. Elle n'est même pas dans la revendication d'un chèque de 100 millions, 200 millions ou 300 millions d'euros. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est à un autre stade. On est dans le stade où nous souhaitons négocier, pas concerter, négocier avec le pouvoir central sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets à la fois de fond, des sujets symboliques, la présence de la République, voilà, par exemple, mais aussi sur l'ensemble des politiques publiques. On ne peut plus continuer, et c'est pour ça que tout à l'heure André parlait de la contractualisation en disant qu'elle était léonine. Naturellement, on ne contractualise pas uniquement sur cette question de finances. On contractualise sur des politiques publiques. On se met d'accord sur des politiques publiques sur 4 ans, 5 ans, sur un programme ensemble. On dit nous nous engageons à aller dans ce sens, l'État s'engage à aller dans ce sens, et naturellement derrière il peut y avoir des conséquences budgétaires. On en tient compte. Mais c'est ça la contractualisation. Nous sommes des acteurs institutionnels à part entière, avec des élus au suffrage universel et avec une légitimité donc politique. Hein, on n'est pas dans la gestion, une légitimité politique qui est réelle. Ça a toujours été le cas, ça n'est pas nouveau ce que je dis. Sauf que aujourd'hui, nous avons le sentiment que ceci est oublié et que la prégnance, l'immense prégnance de la question purement budgétaire de l'État, en fait, recouvre tout. Et que nous n'avons plus, donc, au gouvernement, de ministres, en tout cas très peu, capables de faire passer des choix politiques face à des choix budgétaires qui, le plus souvent, sont en plus des choix à court terme. C'est ça la question. C'est pour ça que nous sommes un certain nombre à pensons, qu'en réalité, la solution et la restauration du lien de confiance ne viendra pas du discours de tel ou tel ministre, fût-il ou fût-elle très élevé dans l'ordre protocolaire. Ce n'est pas la question. Elle ne peut venir que du président de la République. Voilà. Il faut donc une autre conception de la République. Il faut cette conception qui est la conception originelle. Il faut que nous retrouvions cela. Et en plus, nous pensons que c'est vraiment l'intérêt général du pays, parce qu'un pays centralisé ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Les mouvements sont tellement rapides, les choses bougent tellement vite qu'il faut pouvoir s'adapter et que les collectivités territoriales sont évidemment immensément plus adaptables que n'est cet encore énorme appareil d'État qui est très rigide, qui a une culture de domination permanente. C'est pas nouveau, ça non plus, mais en tout cas, maintenant, elle est remise beaucoup plus en valeur qu'elle ne l'était auparavant. Et donc, on sait que les pays qui réussissent,
Les nations qui réussissent, ce sont des nations où les responsabilités sont partagées entre donc le pouvoir central et puis les pouvoirs locaux décentralisés. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les exemples à travers le monde entier le montrent. Et donc, par conséquent, c'est ce que nous voulons donc à la fois réexpliquer, redire, donc à l'ensemble de nos interlocuteurs gouvernementaux et présidentiels, si je puis dire, et en même temps donc continuer à faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens. Merci. Donc vous parliez d'évolution institutionnelle et de décentralisation. Pour ce qui concerne, donc, je répète, je m'appelle Christine Muris, je travaille pour Objectif Grand Paris. Pour ce qui concerne la question du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris, qui n'est pas apparue, semble-t-il, au regard de bon nombre d'élus, comme parfaitement aboutie dans sa forme actuelle. Un sens de l'euphémisme qui est très élevé. Enfin, quel est votre regard, vous, sur cette institution et son évolution? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous attendez lors de ce congrès? Pourra-t-il y avoir une évolution des discussions sur ce thème? Enfin, avez-vous des attentes? Bon, c'est un sujet évidemment très important pour vous, qui est un sujet conséquent pour l'AMF, mais qui n'est pas dominant. Le sujet des métropoles, que ce soit Paris ou les autres, est un sujet qui peut prendre la voie d'un véhicule législatif. La ligne de l'AMF là-dessus, c'est l'identité des communes, la préservation des communes, le choix des communes, comme qui préside à toute autre construction intercommunale. L'intercommunalité est pour nous un outil au service du développement de chacune des communes. La question métropolitaine, on voit bien, elle a aussi du plomb dans l'aile. Elle a du plomb dans l'aile quand on voit les positions sur Lille, quand on voit les positions sur Nantes, quand on voit même les positions sur Bordeaux, où il y avait beaucoup d'élan, si j'ose dire, et aujourd'hui une position repliée. Je ne sais pas quel est l'avenir sur Nice. Et la question, effectivement, de Paris, c'est le rôle et la place de l'institution métropole dans une organisation qui elle-même est en plein mouvement. On a rassemblé il y a 3 semaines, un mois, ici même, tous les présidents d'AD et en contact avec les présidents de département. Donc on s'aligne sur la position du consensus actuellement établi, mais qui est un consensus qui ne permet pas de donner un horizon immédiat sur l'avenir d'un Grand Paris qui correspond aux idées originelles du Grand Paris. Je rappelle que le Grand Paris est au point de départ, mais il y a des gens bien plus compétents que moi pour en parler ici. C'était quand même d'imaginer d'avoir au Havre le port d'ouverture de ce qu'était le Grand Paris, et qui est une ambition. Non mais ça peut paraître surdimensionné, mais c'est formidable dans le contexte global d'avoir une dimension métropolitaine qui permet d'avoir un outil de création de richesse extraordinaire. Donc voilà, mais ça ne peut pas se faire en piétinant les communes, et puis ça doit se faire dans un calendrier qui soit accepté par tous. Or, on voit bien qu'il y a plutôt un mouvement de repli aujourd'hui sur toutes ces questions métropolitaines. Un mot sur ce sujet des métropoles, puisque je suis un peu concerné. Mais d'abord pour dire que tu n'as pas cité François Lyon, mais comme vous le savez, Lyon est la seule métropole qui a fait l'objet, dont le système électoral à appliquer en 2020 a déjà fait l'objet d'une validation législative dans le cadre de la loi NOTRe. C'est la seule. Comme vous le savez aussi sans doute, et nous sommes évidemment en contact permanent avec nos collègues maires de la métropole, ce système électoral ne permet plus la représentation de chacune des communes au sein du conseil de la métropole. Ça s'est passé très rapidement à l'époque. Ça a été... revenons pas sur les circonstances de l'élaboration des lois NOTRe, enfin MAPTAM d'abord et puis NOTRe ensuite, mais c'est passé comme ça. Et en réalité, ça ne correspond pas à notre principe de base, qui est que dans une intercommunalité, chaque commune est représentée. C'est un principe de base. Et même pour la métropole du Grand Paris, où il y a 131 communes, le principe est appliqué aujourd'hui, puisque la métropole du Grand Paris est une intercommunalité dans laquelle il y a 209 membres au conseil de métropole, et chacune des communes est représentée. La plupart sont représentés par un seul représentant, mais chacune est représentée. C'est le principe. Donc on a même une difficulté maintenant avec Lyon, dont pourtant le système électoral a été voté.
Et voilà, donc on va suivre comment les choses se passent pour l'ancien ministre de l'Intérieur, pour voir comment ça se passe à la métropole, je ne sais pas, c'est intéressant. Bon, bref. En tout cas, pour ce qui concerne la métropole du Grand Paris, on a mis en place, et nous l'avions dit, enfin nous, quand je dis nous, c'est les maires, les maires de la petite couronne. Nous l'avions dit dès le départ, abondamment, aux parlementaires, etc. Bon, malheureusement, tout ça a été voté en dépit du bon sens. Nous avions dit que le système ne fonctionnerait pas, que même la répartition des compétences entre les communes, les établissements publics territoriaux, qui sont des pseudo-intercommunalités, et la métropole ne fonctionnerait pas. Ça s'avère évidemment ainsi, puisque, par exemple, je vous donne simplement un exemple, la compétence aménagement a été transférée automatiquement soit à la métropole, si elle le choisit pour telle ou telle opération, soit au territoire. Donc vous avez des communes de plus de 100 000 habitants qui n'ont plus la capacité de mener la moindre opération d'aménagement elles-mêmes. Il faut que ça passe par le territoire dont elles font partie. Je peux vous dire que sur le plan juridique, d'ailleurs, d'abord, ces sources de conflits qui sont en train d'exploser, de contentieux qui sont en train d'exploser, que la moindre association contestant une opération d'aménagement utilise le fait que la signature n'est pas la bonne, etc., etc. Enfin, c'est un truc absolument... Enfin, c'est complètement idiot. Et en plus, on a totalement, j'allais dire... on est en train de faire chuter totalement tout le dynamisme qui se crée donc autour de l'idée métropolitaine. Parce que le fait métropolitain, c'est un fait intéressant. Et bien sûr, il faut l'organiser. Mais là, il a été organisé de telle sorte que tout ça va vers un échec complet. Vous avez sans doute suivi l'histoire, puisque c'est passé au Parlement, des 50 millions en débat entre... la métropole, c'est un budget de 3 milliards, enfin pratiquement 4 milliards. Une bonne partie est reversée. Mais il y avait 50 millions de débats entre la métropole et les territoires. Ça fait l'objet de polémiques, de tensions entre tout le monde. C'est affreux, c'est affreux. On perd un temps qui est considérable. Alors finalement, le Parlement a décidé dans sa grande sagesse, grâce au rapporteur, notamment général du budget, de reporter d'1 an le mécanisme actuel en disant bon, on verra bien l'année prochaine, on va recommencer l'année prochaine le même cirque. Enfin, tout ça est absolument lamentable. Lamentable. Et les maires de la métropole sont extrêmement, d'abord, mécontents, agacés. Et je peux vous dire que là, il y a une manifestation d'ailleurs, le 10 novembre, devant l'Assemblée nationale, de tous les maires de la métropole, pour leur dire, bon, maintenant ça suffit, vous allez nous laisser bosser, parce que d'abord, on sait faire, on n'est quand même pas non plus complètement incapable. Quand vous avez quand même une ville, rendez-vous compte, des villes comme Boulogne, comme Montreuil, Saint-Denis, qui sont des villes de 100 000 habitants, c'est des grandes villes, avec des services structurés. On ne peut plus faire une seule opération d'aménagement. À la limite, vous transformez une rue en rue piétonne, il faut que ce soit le territoire. Enfin, tout ça est absurde. Et on en est là. On l'avait dit. Malheureusement, voilà. Le Parlement, dans sa grande et son infinie non-sagesse, a avalisé tout ça, Michel, dans la précédente législature. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Gilles Lepost. Oui, simplement pour revenir à la campagne de communication qu'engage l'AMF. L'AMF, c'est l'Association des maires de France, vous le savez tous. Vous avez remarqué qu'on n'a pas mis hashtag mon maire, j'y tiens. C'est-à-dire qu'il y a une, vous voyez, c'est pas une campagne pour défendre les maires. C'est vraiment une campagne qui met au cœur la commune, ses activités au plus près des habitants. Parce que derrière cette campagne, il y a un enjeu démocratique. Il a été dit plein de choses par mes collègues que je partage complètement. Et avec cette campagne, aussi la volonté des élus, dans leur diversité, les maires bien sûr, d'aller au débat avec les habitants des communes pour avoir les échanges, parce que toute une série de campagnes, par exemple, autour de la taxe d'habitation, mènent au rejet de l'impôt. Mais s'il n'y a plus d'impôt, qui est-ce qui va pouvoir mettre en place dans telle ou telle commune la médiathèque, la restauration municipale de qualité, accessible à toutes et tous, la culture, l'accompagnement des associations. Donc vous voyez, cette campagne vise vraiment à avoir ce débat démocratique, y compris au niveau où il est nécessaire par rapport à la difficile période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je voulais repréciser ça parce qu'il ne faudrait pas y ait d'interprétation qui pourrait parfois pas être celle qui est au cœur de cette campagne que nous voulons mener au plus près des habitants de nos territoires. Tu as raison, merci, mille fois raison de le souligner. Cécile Gallien, avant de passer la parole à M. Foucault. Alors je voudrais dire, aller dans ton sens, Gilles, bien sûr, et ce slogan, je crois, est très bien choisi, servir le citoyen, c'est-à-dire l'individu que nous croisons, aussi nous, élus locaux,
dans nos villes, dans nos villages. Et agir pour la République, parce que nous la chérissons tous dans la diversité de nos convictions. Et j'ai envie de dire une chose qui est encore importante. On le fait, nous sommes des faiseurs, nous, élus locaux. On a encore la clause de compétence générale. Et nous sommes élus au suffrage universel direct. Et ça n'a pas de prix. Alors, quelles que soient les politiques nationales décidées, de toute façon, soit au niveau des territoires, on les subit, soit on en bénéficie. Et c'est comme ça depuis peut-être la nuit des temps, en tout cas depuis la Première République, si j'ose dire. Voilà, donc ce congrès, l'objectif, c'est aussi d'inciter, de donner envie, je le pense, moi je le vois aussi comme ça, à des jeunes, à des femmes, à des personnes qui bossent dans des entreprises privées, à des agriculteurs, enfin à toute la diversité des habitants de nos communes, et ben pourquoi pas de se présenter sur les listes électorales. Parce que c'est beau et grand d'être un jour élu de sa commune. Voilà, donc l'objectif de présenter qu'est-ce que c'est concrètement qu'une commune, qu'est-ce qu'on y fait, à quoi ça sert, vous, comment vous en bénéficiez, vous citoyens, c'est aussi d'aller leur dire, eh ben, il y a des élections bientôt. Je crois que ce mandat est un mandat formidable, nous sommes des faiseurs, il faut que les générations qui viendront le saisissent cette opportunité du possible. Merci Cécile. Pas de sujet rentré, pas de tristesse à l'idée de sortir de la salle trop tôt. Oui, Agnès ? Ce que vous devez vraiment bien comprendre, c'est que, si tout le monde a compris que nous sommes à la croisée des chemins, mais la croisée des chemins, c'est aussi échapper à ce débat binaire qu'on voudrait nous imposer entre les maires nécessairement conservateurs et archaïques et les progressistes qui auraient évidemment une vision moderne de l'aménagement du territoire. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle est de savoir si nous voulons que les communes deviennent des prestataires de services et si nous voulons que les citoyens deviennent des consommateurs de services. N'oubliez pas que dans la Déclaration des droits de l'homme, le consentement à l'impôt, Gilles l'a dit, le consentement à l'impôt, c'est la première expression de la démocratie. On le trouve dans les articles de la Déclaration. Et cet éloignement entre le citoyen et la démocratie, c'est ça aussi l'enjeu d'aujourd'hui. Donc par conséquent, si vous voulez, l'État, c'est très sympa de vouloir nous imposer des injonctions paradoxales matin, midi et soir, mais l'enjeu, il est bien au-delà de nous. L'enjeu, il est de savoir de quelle République on veut pour demain. Et c'est ça aussi, je crois, qu'il faut bien entendre et mesurer dans la définition de ce nouveau congrès, qui est un congrès assez atypique, il me semble. Merci beaucoup. Monsieur Foucault, pour conclure, président du CEVIPOF. Bien, en quelques mots, merci de l'invitation. Je veux simplement à la fois vous remercier, puisque dans le cadre du plan d'action AMF, le CEVIPOF a été associé, le CEVIPOF qui est le centre de recherche politique de Sciences Po, qui a par le passé eu l'occasion, notamment, puisque vous parliez du lien de confiance entre les citoyens français et un certain nombre de représentants politiques. Depuis 10 ans, nous avions mis sur place cette baromètre de la confiance politique et nous avions pu observer effectivement le fort lien de confiance qui existe encore aujourd'hui entre les Français et le maire, au-delà des autres représentants. Et plus on s'éloigne d'un lien de proximité, plus le lien de défiance augmente. Donc dans le cadre de ce plan d'action, moi je suis très heureux d'avoir pu mettre en place un dispositif d'enquête dont on révélera les résultats quelques jours avant le congrès, une enquête qu'on a menée auprès de l'ensemble des maires qui ont accepté de répondre. On sait que c'est très compliqué, ils sont fort occupés et très sollicités par ce type d'enquête, mais quand même nous avons près de 5000 maires qui ont accepté de répondre sur des questions qui nous permettra de mieux comprendre à la fois l'état d'esprit des maires aujourd'hui. Alors on verra si on peut qualifier de malaise ou pas la situation. Nous sommes en train d'exploiter des centaines de pages de verbatim, puisque beaucoup de questions ouvertes nous permettront d'analyser les moments de satisfaction ou d'insatisfaction ressentis par les maires. Et nous prenons date en quelque sorte tous les ans sur le même format d'enquête qualitative et quantitative auprès des maires
jusqu'à le mois de septembre 2020. Et puis nous avons un deuxième dispositif, cette fois-ci le regard des Français vis-à-vis de l'attachement à la commune, les représentations à la fois politiques mais aussi sociales que les Français accordent à leur commune. Et ces deux enquêtes auront lieu à la fois au printemps 2019 et printemps 2020. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de votre présence et puis à dans 15 jours.